Et bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour aujourd'hui. On se retrouve avec une map qui est complètement dans le vert. Il est vrai que nous avons eu un petit peu de fluctuations ces dernières heures. En tout cas, c'est des bonnes fluctuations puisque nous sommes en train de remonter. Pour le moment, ça suit le scénario que j'avais envisagé et que je vous avais exposé il y a quelques vidéos de cela. J'espère que vous avez apprécié ma dernière vidéo sur l'analyse technique avec les différents indicateurs à utiliser, que vous comprendrez mieux justement l'ensemble des indicateurs que je peux utiliser lors de mes analyses. N'hésitez pas à vous abonner et à lâcher un petit like ou un petit commentaire. Et ça commence maintenant. On commence avec le Scalpex Index et son Crypto Fear and Greed qui est encore dans la peur. Donc là, nous ne quittons vraiment pas, hein. C'est vrai que même si nous avons repris un petit peu depuis la chute que nous avions fait autour des 32 900, il me semble, là on est quand même presque à 39 000 et on est encore dans la peur. Ça montre bien que le sentiment est vraiment donc bearish, donc il part vers le bas et qu'il y a des traders qui parient à la baisse. On a un social index qui est à fond sur up et un market order flow plutôt en recherche d'achat. Effectivement, ça montre bien le cours du marché actuellement. Avant de démarrer l'analyse technique, je voulais vous passer deux petites informations. La première étant que l'Inde ne prévoit plus de bannir les crypto-monnaies mais de les taxer à 30%. Alors, ça fait vraiment polémique. Il y a quelques mois de ça, voire même un an, que l'Inde voulait bannir totalement la crypto-monnaie, bannir la blockchain, etc. Et là, finalement, ils sont revenus sur leurs propos pour accepter avec une régulation. C'est exactement en tout cas ce que la Fed avait annoncé il y a quelques semaines de cela, en disant que voilà, il fallait taxer les crypto-monnaies ou en tout cas les réguler. Ils étaient presque en train de dire qu'ils allaient totalement supprimer les autorisations pour accéder justement au trading ou à tout ce qui concerne les crypto-monnaies. Évidemment, ils ne pourront pas le faire. L'Inde est en train de revoir ce qu'ils avaient dit à l'époque et les États-Unis vont faire pareil. Il y a même un État qui est prêt bientôt à accepter en tant que monnaie officielle le Bitcoin. Donc pour vous dire à quel point il y a de tout et son contraire qui sortent, faites attention sur les informations puisque des fois on peut vraiment dire n'importe quoi, surtout que les États sont très friands de sortir ces actualités pour au final dire le contraire une semaine plus tard. Donc là, c'est le cas de l'Inde. Effectivement, quelques mois plus tard, ils reviennent sur leurs infos et on se retrouve avec l'Inde qui ne bannit plus les crypto-monnaies mais plutôt va les taxer. Une autre information que je voulais vous passer qui vous montre tout simplement l'évolution croissante sans cesse de ce secteur d'activité puisque Binance, qui est la première plateforme aujourd'hui d'échange donc sur la crypto, a mis un fonds de 1 milliard de dollars à disposition dans le cas où il y aurait un hack. Donc 1 milliard de dollars, est-ce que vous vous rendez compte de la somme que c'est ? Il y a quelques années, effectivement, on pouvait dire que les plateformes n'étaient pas sûres, que si elles se faisaient hacker, nous ne retrouverons pas nos fonds. Là, Crypto.com s'est fait hacker, certes, dernièrement. Il a remboursé quasiment tous les utilisateurs à hauteur de 15 millions de dollars. Là, on parle de milliards de dollars. Ce n'est pas des millions, des milliards. Ça reste un fonds énorme. Binance continuera sans cesse d'augmenter ce fonds, tout simplement pour protéger ses utilisateurs de hack. Et puisqu'il y aura de plus en plus d'argent sur le marché, ils pourront se permettre de rembourser les utilisateurs. Donc là, c'est vraiment quelque chose dont j'ai parlé dernièrement en plus avec un proche. Je lui ai dit qu'aujourd'hui, les plateformes pèsent en milliards de dollars et certaines pèsent plus que des banques. Donc cela vous montre quand même la puissance de ces plateformes et qu'aujourd'hui, même si effectivement on vous dit not your key, not your crypto, donc ça veut dire que si vous ne possédez pas vos propres clés de vos portefeuilles, vous pouvez perdre vos crypto-monnaies. Mais aujourd'hui, les plateformes pèsent tellement sur le marché qu'ils pourront vous rembourser à hauteur de certains millions de dollars, voire même comme Binance, ils ont quand même dédié un fonds de 1 milliard de dollars. On attaque directement l'analyse technique avec le Bitcoin comme d'habitude. Donc là, on est encore dans le scénario que j'envisageais. Je vais vous le repositionner tout simplement. On est dans la phase de augmentation après avoir touché un point bas, qui n'est pas forcément le point bas de cette jambe baissière, on est encore dans cette tendance baissière. On peut le voir ici par les différents points de touche qu'on a actuellement. Et quand bien même on arrive à passer et à arriver au niveau des 40-41 000, la tendance baissière n'est toujours pas finie, puisque nous n'avons pas de validation pour le moment technique qui nous dit que la baisse est terminée. On a des volumes qui sont en train de fléchir, donc ils baissent de plus en plus avec un cours qui monte. C'est clairement une divergence baissière. Même si le RSI continue de monter et le cours continue de monter, des volumes si faibles, cela montre qu'il n'y a pas d'envie, qu'il n'y a pas d'engouement sur le marché, et donc que le marché peut se casser la gueule à tout moment. Donc il faut faire attention, c'est vraiment dangereux aujourd'hui de placer des ordres, puisque nous n'avons vraiment pas de certitude
quant à la direction du cours. Même si il était évident que nous allions avoir un rebond comme nous avons eu actuellement, mais nous ne sommes pas sûrs encore du point haut, ni du point bas que nous allons faire ensuite. Là, c'est vraiment le scénario qu'on peut voir avec un double bottom, donc c'est-à-dire que nous allons faire 2 points bas à peu près au même niveau, voire même en dessous. Là, cette tendance baissière, elle a commencé quand même depuis novembre, on est début février. Donc là, on est sur 3 mois de baisse consécutifs, ça commence à faire beaucoup. En plus, le MACD, si on se prend une time frame un peu plus longue, donc nous sommes en période de temps en semaine, il commence un petit peu à fléchir, mais il n'a toujours pas terminé et il n'a pas croisé encore dans le vert. Donc ça vous montre très clairement qu'on peut encore continuer bien plus bas. De plus, les volumes, même en semaine, ici, ils ne sont pas énormes, contrairement à ce que nous avions pu avoir ici, notamment sur la chute, ou même là, lorsque nous avions eu une grosse reprise haussière fin 2020 et début 2021. On peut voir quand même que les volumes sont divisés par 2, c'est énorme. Pour le moment, le seul point positif, ou en tout cas la seule chose que je trouve qui est positive, c'est le fait que nous ayons réintégrer le nuage Ishimoku sur une période de temps en semaine. Donc pour le moment, effectivement, si on arrive à clôturer et à rester dans ce nuage, cela peut peut-être modifier mon scénario initial qui prévoit une autre tendance baissière encore par la suite. Peut-être que nous allons casser cette tendance baissière pour enfin retrouver une période haussière. Cependant, quand même, nous avons eu un gros rallye début mai 2021, une petite correction ensuite jusqu'à l'été, pour ensuite repartir en novembre. C'est vrai que c'est assez anodin. Le cours de 2013 était à peu près pareil. Il est vrai que nous avons fait un bull run en 2 temps, sauf que là, ce n'était pas autant séparé. On se retrouve avec un bull run en 2 temps, mais un giga bull run, parce que là, ça commence quand même. C'était à peu près, on va dire, depuis octobre-novembre 2020, pardon, ça a commencé, et là, on est en février 2022. Ça veut dire que on est presque à 1 an et demi de bull run. Donc si le cours se reprend, cela veut dire que nous avons encore un bull run plus long que celui de 2013. Donc on va tendre en fait à ce qu'on appelle depuis un petit moment à un cycle de plateau. C'est-à-dire que le cycle va continuer tranquillement de monter, mais va tendre en fait vers une ligne droite. Donc nous allons continuer à monter tranquillement, mais à tendre vers un plateau. Et là, toutes les personnes qui pensent que nous allons atteindre les 300 000, les 500 000, etc., eh bien là, ça m'étonnerait puisque ce sera peut-être plutôt du 120 000 ou du 130 000 et ce sera vraiment le point haut que nous atteindrons au maximum presque et il n'y aura pas de retour possible en arrière. Donc ça va vraiment dépendre des volumes que nous aurons sur les prochains jours et les prochaines semaines, du MACD, comment est-ce qu'il va se comporter également sur les prochaines semaines. On est sur un point décisif, presque encore plus décisif qu'il y a quelques semaines. Parce que là, on peut vraiment se reprendre une jambe baissière qui peut nous faire retomber encore à moins 50% presque. Donc si le Bitcoin perd moins 50%, les autres crypto-monnaies vont perdre peut-être encore 60, 70, voire 80% de leur prix actuel. Donc pour le moment, protégez-vous. J'aimerais terminer cette analyse avec une petite information concernant le Heikin Ashi. Donc une personne m'a demandé lors de la dernière vidéo pourquoi est-ce que je n'utilisais pas Heikin Ashi et si je le trouvais pertinent. Alors, Heikin Ashi, je ne le trouve pas forcément pertinent puisque nous avons le MACD qui représente quasiment la même chose que ces bougies. Donc lorsque nous allons à la baisse, en fait on peut voir que le MACD permet de déterminer cette tendance également. Donc ce serait en fait redondant d'utiliser cet indicateur en plus du MACD. Les bougies ne sont pas forcément toujours fiables. C'est vrai que sur une période de temps long terme, le MACD est quand même plus pertinent. Et même sur du court terme, en fait, on peut très vite voir qu'il y a un retournement de tendance. Et notamment, dans notre cas où nous sommes sur une période de temps baissière, on ne peut pas valider qu'il y a vraiment une grosse période haussière lorsque nous allons casser à la hausse. Donc je m'explique. C'est-à-dire que là, par exemple, cette bougie-là détermine que nous sommes sur une période de continuation haussière. Mais en fait, il n'est pas dit que demain, nous allons casser encore par le bas cette bougie. Et donc, on se retrouve avec la veille une bougie qui nous dit qu'on va continuer tout simplement à la hausse. Et le lendemain, en fait, bah non, on a une bougie qui dit complètement le contraire. Donc c'est pour ça que je suis assez mitigé sur cet indicateur, étant donné que le MACD nous permet tout simplement d'être un peu moins influencé par les bougies, comme on peut le voir là actuellement. Et on a encore la fluctuation concernant la hausse et la baisse des prix. Donc voilà, j'espère que ça t'auras répondu Maël par rapport à la question que tu m'avais demandé à la dernière vidéo.
pourquoi je n'utilise pas forcément le Eikinashi et pourquoi je ne le trouve pas pertinent. Il est vrai qu'en commentaire, il est assez compliqué de t'expliquer en quelques lignes pourquoi je ne l'utilisais pas. Je voulais également vous montrer le BNB. Non pas parce que je le trouve intéressant, quand bien même le MACD est en train de croiser dans le vert, on peut voir que les volumes sont tellement faibles qu'au final, ce n'est même pas pertinent, mais juste pour vous montrer que des fois le marché est complètement débile. Des fois l'analyse technique peut paraître intéressante, et parfois, il faut juste regarder le cours et se dire c'est complètement débile. Là ici on fait une bougie dans le rouge, une bougie dans le vert, une bougie dans le rouge, une bougie dans le vert, encore une dans le rouge, une dans le vert. Voilà, des fois le marché c'est ça. C'est un jour c'est rouge, un jour c'est vert, un jour c'est rouge, un jour c'est vert, et sans vraiment aucune information supplémentaire, et on ne sait même pas pourquoi il se comporte ainsi. Donc là, le BNB, c'est vraiment le cas typique du marché débile, où on est vraiment dans une zone d'accumulation, et on ne sait toujours pas vers quelle direction on va partir. Donc ça montre vraiment bien que le marché aujourd'hui, il est flottant, il n'y a rien qui se passe, surtout avec le nouvel an chinois actuellement, il y a sans doute beaucoup de personnes qui ne sont pas sur les marchés, donc forcément, ça montre vraiment le peu d'intérêt qu'on a sur certaines crypto-monnaies aujourd'hui. Je vais terminer cette vidéo avec le Bifi. Pourquoi je vous le passe? Pour vous montrer tout simplement que les volumes dernièrement ont été plus gros que sur les dernières semaines. On a un MACD qui est en train de faiblir, donc faites attention, puisque là nous avons fait vraiment une explosion par le haut. On a fait presque un retest en fait sur la zone de sortie avec un pullback. Sauf que au niveau du RSI, on est vraiment en train d'atteindre des zones de surachat et également on peut voir que le cours est en train de fléchir. Donc essayez de prendre des profits peut-être sur Bifi puisque il a quand même bien performé. Il faut quand même savoir que quand nous étions en mai, on a fait un point bas autour des 387 et que là aujourd'hui on est autour des 2200. Même fin juillet, on était encore autour des 640. Donc là, vous pouvez voir que le Bifi a quand même bien surperformé sur ces dernières semaines. Donc, ne soyez pas trop greedy, d'autant plus que, comme je le dis à chaque fois, le Bitcoin drive le marché. Donc, tant que le Bitcoin ne fera rien, ou en tout cas, il continuera de chuter, il entraînera l'ensemble du marché avec lui. Donc, faites attention. Prenez des profits lorsque vous avez des opportunités comme là actuellement où le cours en fait est en train de surperformer par rapport à toutes les autres cryptos. Il ne va pas continuer éternellement. Et voilà, c'est terminé pour aujourd'hui. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner et à mettre un petit commentaire et à liker. Et je vous dis ciao ciao.